Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Sale temps sur la campagne. À 6 jours du scrutin, les affaires font leur retour. Avérées ou pas, elles viennent polluer une campagne finissante où chacun s'accuse de complot et de diversion. D'un côté, le parquet de Paris ouvre ce soir une enquête après la plainte de Nicolas Sarkozy contre Mediapart sur fond de soupçons d'un éventuel financement de sa campagne en 2007. De l'autre, l'ombre de Dominique Strauss-Kahn se rappelle au bon souvenir du PS. Les polémiques s'enchaînent, mais cette campagne est-elle réellement plus trash que les précédentes? Le point de vue ce soir de l'éditorialiste du Figaro Yvan Rioufol et l'avis d'un vieux routier des élections présidentielles, vieux parce qu'expérimenté bien sûr, il en a fait deux, Robert Rue, notre invité ce soir. Et puis il devrait y avoir de l'animation dans les rues demain. La traditionnelle fête du 1er mai se transforme en une bataille politique inédite. Défilés syndicaux, rassemblement des partisans de Marine Le Pen, mobilisation des militants de Nicolas Sarkozy, le tout à quelques kilomètres. Cette journée s'annonce comme l'un des temps forts de l'entre-deux-tours. Autre moment très attendu, le débat de mercredi soir entre les deux candidats. Un moment important mais pas décisif selon l'entourage de François Hollande. Au contraire, il peut changer la donne, affirme-t-on à droite. Et puis on parle souvent de l'axe franco-allemand, mais il se peut qu'à l'avenir, l'axe italo-allemand soit davantage mis en avant. Angela Merkel et Mario Monti travailleraient en secret pour faire approuver le même jour le fameux pacte budgétaire européen pour les deux leaders. Il s'agit de s'unir pour mieux faire face aux exigences de renégociation du traité. En cas de victoire de François Hollande, analyse à suivre dans ce journal de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. C'est tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Nicolas Sarkozy porte plainte contre le site Mediapart pour la publication d'une note qu'il a qualifiée de faux sur un supposé financement libyen de sa campagne en 2007. Pour François Hollande, c'est à la justice d'être saisi. Et justement, le parquet de Paris ouvre une enquête ce soir. Tout cela intervient à 6 jours du scrutin dans une ambiance de fin de campagne qui sent le soufre. Les détails avec Julien Cholin. 50 millions d'euros pour faire élire Nicolas Sarkozy. La note publiée samedi par Mediapart relance la thèse d'un financement douteux de la campagne de 2007 par le colonel Kadhafi. Un document que se serait procuré le site internet auprès d'anciens dignitaires du régime libyen. L'ordre de paiement daterait d'il y a 5 ans et aurait échappé aux bombardements occidentaux. Il serait signé de Moussa Koussa, l'ancien chef des services secrets libyens. Et au-delà de la mise en cause, le journaliste auteur de l'enquête s'interroge sur le montant de la somme. 50 millions d'euros alors que sa campagne a officiellement, je dis bien officiellement, coûté 22 millions d'euros en 2007, ça pose des questions. Si la totalité de la somme a été versée, ce que nous publions est un ordre de paiement. Si la totalité de la somme a été versée, ça pose la question de savoir où est passé l'argent. Nicolas Sarkozy a démenti, accusant Mediapart de diffamation à son égard. Le président candidat a annoncé son intention de porter plainte contre le journal. Selon lui, le document serait un faux. Mediapart est une officine, Monsieur Plenel, c'est le bidonnage à chaque fois. Ce document est un faux, grossier. Des accusations que rejette Mediapart. De son côté, François Hollande appelle à l'ouverture d'une enquête sur le financement de la campagne de 2007, sans pour autant accréditer le document publié par Mediapart. Une publication qui intervient alors que le site des Inrecuptibles s'invite à son tour dans la campagne. L'hebdomadaire accuse cette fois Nicolas Sarkozy d'avoir promis au colonel Kadhafi une centrale nucléaire en échange de la libération des infirmières bulgares. Et la campagne s'est aussi tendue avec la venue de Dominique Strauss-Kahn à la soirée anniversaire de Julien Dray. C'était samedi soir. Ségolène Royal n'a pas de mots assez durs pour dénoncer, je cite, une invitation inconséquente. Elle dit avoir cru à une blague. De son côté, Nicolas Sarkozy dénonce quant à lui une hypocrisie et un mensonge dans l'attitude du Parti socialiste. Dans l'actualité à présent, la fête du 1er mai, ou plutôt la bataille du 1er mai qui aura lieu demain avec 3 fronts. Le rassemblement du Front National, les défilés syndicaux avec la gauche et la mobilisation voulue par Nicolas Sarkozy au Trocadéro à Paris. Après s'être montré offensif avec les syndicats, le président candidat a nuancé aujourd'hui ses propos, rejoignant ceux de son Premier ministre François Fillon qui a appelé à la modération envers les syndicats. Les détails avec Marie Brémaud. La capitale assaillie de tous les côtés. Paris se pare de toutes les couleurs politiques et syndicales à l'occasion d'un 1er mai très agité. C'est Marine Le Pen qui donne le top départ de la place du Palais Royal demain matin. L'objectif pour le Front National, remplir la place de l'Opéra, destination finale du cortège, d'où la présidente du FN devrait annoncer sa consigne de vote.
Le candidat président Nicolas Sarkozy entre alors en scène au Trocadéro pour fêter le travail, le vrai. Se rassembler pour mieux résister aux sondages qui annoncent la défaite du candidat UMP, se rassembler pour mobiliser son camp, alors que le Premier ministre lui-même prend ses distances et joue l'apaisement avec les syndicats. Nous devrions éviter toutes les remarques désagréables à propos des syndicats. Je comprends qu'on critique François Chérèque quand il attaque Nicolas Sarkozy. Je comprends qu'on critique la CGT quand elle décide de prendre position contre un candidat à l'élection présidentielle. Je n'aime pas qu'on critique les syndicats parce que les syndicats sont nécessaires au fonctionnement de l'économie et du système social français. Au même moment, en début d'après-midi, de l'autre côté de la Seine, les syndicats réunissent leurs troupes place d'Enfer Rochereau pour défiler jusqu'à la Bastille. Il s'agit de mettre leurs revendications sociales au cœur de la campagne. Mais le récent appel du patron de la CGT, Bernard Thibault, à battre Nicolas Sarkozy donne au défilé du 1er mai 2012 une couleur particulière. Défilé auquel se joindront plusieurs socialistes et Jean-Luc Mélenchon notamment. Nos invités dans le 22h ce soir, il est sénateur du Val d'Oise, président du MUP. Le MUP, c'est le mouvement unitaire progressiste. Il est également un soutien de François Hollande. Robert Rue, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avec nous également l'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir. Bonsoir. Robert Rue, on va commencer par le spectre des affaires qui hantent cette fin de campagne. Comment trouvez-vous le climat de ces derniers jours ? Écoutez, je crois qu'il y a des choses qui sont surdimensionnées, l'affaire DSK. Il y a des choses qui sont liées au financement des campagnes de Nicolas Sarkozy. Le candidat sortant a tendance à dire on fait ça en dernière minute, c'est les quelques derniers jours. Non, ça fait des semaines, des mois que des questions importante se pose, la justice doit trancher naturellement, mais sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy et même d'autres campagnes. Le timing ne vous interpelle pas, Robert Rue ? Oui, mais le timing, on est en fin de campagne et sortent des choses comme ça, c'est évident, mais dire que c'est une sorte de hiérarchisation des choses et qu'en fin de campagne viennent ces affaires, souvent présentées comme nauséabondes, je crois que c'est un peu rapide. Il y a une réalité. Un des thèmes essentiels de cette campagne, c'est quand même la moralisation de la vie politique. Et c'est une question d'ailleurs que porte François Hollande. Certes, mais ce sont des soupçons de financement. Oui, il n'y a pas... je ne dis pas autre chose. Je ne dis pas autre chose, mais regardez, quand le président de la République dit à propos de l'affaire Kadhafi, je le cite pour pas c'est suffisamment sérieux, quand je pense que des journalistes osent donner du crédit aux proches de M. Kadhafi. Il a dit ça ce matin, dans un ton et une ambiance feutrée, mais la réalité, c'est qui a donné du crédit à M. Kadhafi, et c'était pas en fin de campagne électorale, c'est lorsqu'il l'a accueilli à Paris, qu'il a dressé une tente à quelques centaines de mètres de l'Élysée, il l'a reçu en grande pompe. Pourquoi ? Il est normal qu'on s'interroge. Pourquoi ? Donc c'est des questions qui sont au cœur du débat. De cette affaire, Yvan Rioufol, est-ce que de part et d'autre, l'heure est au coup tordu ? C'en est un beau, oui. C'en est un beau, d'ailleurs, qui a pour conséquence que M. U vient de dire que c'était une réalité, que ce financement illégal était une réalité, alors que vous avez dit tout de suite après que c'était en fait un soupçon. Donc on part d'un soupçon pour aller vers une réalité. Et c'était bien l'objet qui est recherché par Mediapart. On est vraiment très loin du journalisme. Enfin, je ne reconnais pas du tout les règles élémentaires du journalisme dans la manière qu'a eu Mediapart. C'est pas la première fois de travailler. Mediapart réaffirme que ce document est un vrai document. Sans vérifier ses sources, sans aller voir si le destinataire l'avait bien reçu. Celui qui a signé prétendument cette lettre dit qu'il ne l'a pas signée, qu'elle est fausse. Celui qui devait la recevoir ne l'a pas reçue, évidemment, parce que si elle n'existe pas, vous affirmez qu'elle n'existe pas. Non, mais si elle n'existe pas, mais on est dans ce paradoxe aujourd'hui que c'est l'accusé qui doit prouver son innocence et on envoie ce document 6 jours avant une échéance importante. Donc on voit bien que c'est une manœuvre politique, je suis désolé de le dire, mais c'est pas du journalisme du tout, c'est du militantisme. Quand vous dites que c'est pas du journalisme, parce que François Fillon a qualifié Mediapart aujourd'hui d'officine au service de la gauche. Je n'en sais rien, je ne sais pas qui finance Mediapart, mais on n'a pas les mêmes idées, mais on ne peut pas attaquer comme ça des journalistes, même si on a des reproches à leur faire, en disant que c'est une officine. C'est gravissime. Il y a la liberté d'expression. Ce mot n'est pas le mien, mais je constate qu'il y a quand même une convergence d'intérêts entre la gauche et Mediapart, mais ce n'est pas la première fois. Ce que veut faire Mediapart, dans le fond, c'est alimenter jusqu'au dernier moment, pas que Mediapart et tout l'ensemble de la presse, alimenter jusqu'au
jusqu'au dernier moment l'anti-sarkozysme quasiment hystérique qui sert de programme aujourd'hui à la gauche, et faire un lien même avec des bouts de ficelle entre l'argent, le monde de l'argent, le monde des affaires et Nicolas Sarkozy lui-même. Certains pourront dire, à tort ou à raison, que le Figaro est aussi proche du pouvoir. Vous le prenez comme une attaque ? Moi, je ne suis pas proche du pouvoir, je suis journaliste, je suis indépendant, je regarde les choses. Vous le précisez, c'est important. Je regarde les choses d'une manière tout à fait indépendante là-dedans, et je constate que l'on veut à chaque fois essayer de remettre les thèmes de l'argent, de l'affairisme auprès de Nicolas Sarkozy, sans que pour l'instant, depuis le début, rien n'ait été prouvé. On a parlé de l'affaire Bettencourt, il n'y a pas de preuve sur l'affaire Bettencourt, maintenant c'est l'affaire Kadhafi, il n'y a pas de preuve sur la... Et donc, il y a des soupçons. Il y a des gens qui sont actuellement. Il y a des soupçons, et vous observez depuis hier toutes les chaînes d'information continue qui moulinent en disant qu'il y a eu un financement occulte de la campagne de Sarkozy. Donc c'est gagné. Non, il y a des affaires où des gens sont en prison actuellement. Ils sont accordez-le-moi. Sur l'affaire Bettencourt, ils sont en prison sans avoir été jugés. Enfin, non, certes, mais ils sont en prison. Je pense que les juges ont un regard sur ces affaires qui sont extrêmement... On pourrait d'ailleurs discuter de cette curieuse manière de susciter les aveux. Vous attaquez les juges en plus, après les journalistes. Je m'étonne beaucoup dans ces procédés. Des questions sont soulevées, en tous les cas la justice est saisie. Autre sujet, Robert Hue, demain. Parlons de l'actualité de demain, le 1er mai. Est-ce que c'est encore une fête ou est-ce que c'est une confrontation qui se prépare? Il ne faut surtout pas que ce soit une confrontation. Et je regrette que le candidat sortant ait cru devoir, alors qu'il y a un défilé du 1er mai des travailleurs, qui n'est pas une nouveauté, c'est historique en France. Ils doivent porter les revendications et se garder de toute démarche politique. C'est l'esprit dans lequel les syndicats ont organisé cette manifestation. Et puis là, vient se greffer d'un seul coup, en pleine campagne, à quelques jours du second tour, comment dirais-je, une contre-manifestation. Ça prend un caractère de provocation. C'est une contre-manifestation des syndicats. On est parti de l'idée qu'il y avait... Elle est légitime pour vous, cette mobilisation des militants de Nicolas Sarkozy? Non, il n'y a rien d'illégitime. En tous les cas, ça me semble pas illégitime. Ce qui me semble gravissime, c'est qu'elle soit partie sur l'idée de présenter un regard sur le travail, contestant aux syndicats le droit de porter cette démarche. Parce que ce que je veux dire au fond, rapidement, c'est que Nicolas Sarkozy ne fait pas ça au hasard, c'est évident. Il a décidé de s'attaquer frontalement aux syndicats. Il ne supporte plus les syndicats. Et il n'y a pas que le rapport à Bernard Thibault à la CGT. Quand M. Chérec dit... Vous dites qu'il ne supporte plus les syndicats, oui, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus travailler avec eux en cas de réélection. Écoutez, c'est un vrai problème. M. Chérec le dit ce matin, quand il dit... M. Chérec n'est pas un bolchevique, à ma connaissance. Le discours de Nicolas Sarkozy n'est plus supportable. C'est pour ça que j'ai employé le mot insupportable. Donc il y a une réalité. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une attaque frontale contre le droit du travail si, par malheur, Nicolas Sarkozy était réélu. Voilà le fond des choses. Yvan Riofol, est-ce qu'il y a une petite différence de musique entre François Fillon et Nicolas Sarkozy? François Fillon appelle à modérer le ton envers les syndicats, quand Nicolas Sarkozy s'était montré très offensif. Oui, j'ai vu que tous les commentateurs se ruaient là-dessus pour dire qu'il y avait une scission de la part du gouvernement. Moi, j'ai écouté Fillon ce matin, je n'ai pas vu qu'il disait autre chose que ce que disait Nicolas Sarkozy, à savoir que le patron de la CGT qui appelle à voter Hollande et celui de la CFDT qui multiplie les attaques contre Nicolas Sarkozy, outrepassaient leur rôle de syndicaliste en rentrant dans une politique militante. Ils ne disaient que cela, mais ils ne disaient pas qu'il ne fallait pas de syndicats, naturellement. Et les syndicats sont nécessaires, c'est ce qu'a dit Fillon, et je pense que Nicolas Sarkozy est d'accord avec ça. D'ailleurs, il l'a dit. Enfin, je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Ce que je remarque, c'est qu'à cette critique de dire qu'il y a une récupération politique de la part de Nicolas Sarkozy, la récupération politique, elle est de la part également des syndicats qui manifestent tous les 1er mai. Naturellement, c'est une manifestation. C'est une manifestation régulièrement qui est une manifestation politique depuis toujours. Où la gauche se retrouve. Donc la récupération politique, elle est là. Les syndicats, soyons honnêtes sur ces questions. Les syndicats, ils défendent des revendications. Lorsqu'ils se heurtent à un pouvoir qui est intransigeant, qui ne veut pas entendre, et il est normal qu'ils réagissent par rapport. Ce n'est pas une prise de position politique. Ils sont dans leur rôle. C'est ce que dit Bernard Thibault, c'est ce que dit M. Chérec. Ils sont dans leur rôle. Le problème, c'est pas en fait, que Nicolas Sarkozy s'en est pris aux syndicats parce que il y aurait eu une prise de position contre le président dans cette élection, le président sortant dans cette
cette élection. Le problème, c'est que l'antériorité, c'est que Nicolas Sarkozy s'en prend systématiquement au corps constitué, aux syndicats. Je ne l'invente pas. Et ça, c'est insupportable. Et d'ailleurs, je ne partage pas votre point de vue, mais ça ne vous étonnera pas. Je pense que M. Fillon a pris ce matin, de façon alarmante, une distance par rapport au président de la République. Il voyait bien que, écoutez, moi je l'ai entendu comme vous, certainement, et je vous assure que j'ai vu là quelque chose, je ne partage pas les idées de M. Fillon, mais qui prenait des distances importantes et significatives à quelques jours d'un deuxième tour. Ce que je remarque, c'est que ce rendez-vous du 1er mai a été la réplique à peu près exacte de ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1950, qui également, pour critiquer la mainmise de la CGT et sa politisation, avait fait un 1er mai, à Bagatelle, je crois, un 1er mai en 1950 et en 1949 également, je crois. Et donc c'est une répétition presque un copier-coller, si je puis dire, que fait Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'avait fait auparavant le général de Gaulle. Copier-coller entre Nicolas Sarkozy et le général de Gaulle, en l'occurrence, retournons à sa tombe. En l'occurrence, oui, car c'est à peu près la même démarche et à peu près le même discours. Je vous invite à retrouver le discours de Gaulle à l'époque. Et on va parler d'un sujet important parce qu'il va sûrement s'inviter mercredi dans le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est l'Europe. Nous allons parler d'Europe en accueillant dans un instant notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et on va voir ce qui se prépare au niveau européen justement pour relancer cette fameuse croissance. On voit tout cela avec Thomas Raguet. Alors, on va voir si le sujet, petit souci technique, on attend donc le sujet de Thomas Raguet. On va essayer de le relancer donc concernant la croissance en Europe. On voit tout cela ensemble. Il y a quelques mois encore, l'hypothèse était hautement improbable. Un plan de relance à l'échelle européenne pour soutenir la croissance. Mais depuis, les responsables européens semblent avoir pris conscience du risque pour l'économie d'une trop grande austérité. Un risque sur lequel les agences de notation avaient déjà alerté il y a quelques mois. Et d'ailleurs, ça a été l'une des justifications de la dégradation des notes d'un certain nombre de pays européens au mois de décembre et en janvier, en expliquant que le risque du trop d'austérité, c'était de casser la croissance et donc finalement d'amplifier les dettes. Reste à savoir quelle forme pourrait prendre ce soutien à la croissance européenne. Une politique de relance en soutenant la consommation version François Hollande ou une politique plus libérale visant à rendre les entreprises plus compétitives. Et surtout, qui mettrait la main à la poche en ces temps de rigueur et de dette? On voit mal Mario Draghi décider qu'il va investir de la sorte dans les économies européennes, parce que ce serait ailleurs que dans le système bancaire et financier, surtout vu les équilibres qui sont aujourd'hui en place en Europe. Plusieurs pistes seraient à l'étude, dont l'émission d'euro-obligations ou l'intervention de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Des pistes qui devraient être tranchées lors d'un dîner informel entre les principaux dirigeants européens, dont le président français nouvellement élu d'ici quelques semaines. Et on accueille comme convenu notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Jean-Louis, la question de la croissance est dans toutes les discussions. Est-ce qu'elle sera au centre du débat de mercredi entre les deux finalistes? Si on en croit ce qui s'est passé ces derniers jours, je crois que ça va prendre une importance dans ce débat, effectivement. Et ça a monté progressivement au fur et à mesure que la campagne s'est déroulée. Rappelez-vous, au tout début de la campagne, on insistait beaucoup sur les équilibres budgétaires, que ce soit M. Sarkozy, M. Bayrou, puis M. Hollande aussi, puisqu'il a pris des engagements. On peut toujours dire que les mesures qu'il préconise ne feront pas le poids, mais l'engagement de revenir à 3% de déficit en 2013 et de retrouver l'équilibre zéro en 2017 a été pris. Et puis, très habilement, il a glissé cette affaire de croissance un peu en solitaire à travers l'histoire du traité européen. Il a dit, moi, je veux rétablir les comptes publics, je gagne un point là-dessus, et je veux revoir le traité européen. Il a été un peu ambigu, comme s'il se ménageait une porte de sortie en disant, on ne sait pas très bien s'il y a une révision du traité proprement dite, ou bien une adjonction d'un facteur croissance à l'intérieur de ce traité. L'ambiguïté n'est toujours pas levée, mais en tout cas, il a eu le mérite de poser cette question de la croissance. Et progressivement, comme l'hypothèse d'une victoire de M. Hollande, sans être évidemment confirmée, on attendra dimanche, mais devient un peu plus crédible, les autres chefs d'État ont commencé à se prononcer sur cette affaire, et notamment le président de la Banque centrale européenne le 24 avril dernier. Et puis, troisième aspect important, la récession
récession semble se confirmer en Europe. Les prévisions de la Commission européenne disent moins 0,2% en 2012 pour l'Europe. L'Italie est entrée en récession. L'Espagne, ce matin, a annoncé qu'elle rentrait en récession. Donc cette affaire de croissance commence à croître, si je puis dire. Et Robert Hue, ce soir-là, il n'y a pas à l'instant, d'ailleurs, Valérie Pécresse accuse François Hollande d'être dans l'imposture lorsqu'il dit que le traité européen ne comporte pas de volet de croissance. Mais écoutez, d'abord, l'imposture, vous voyez, ça continue. Et il est clair, je viens d'entendre ce qui vient d'être dit, l'idée de croissance ne figurait pas à l'origine dans le traité. Donc l'imposture est de l'autre côté, selon vous ? J'emploie pas les mêmes mots que Mme Pécresse. Je n'ai pas la même conception de la morale politique. Et donc, il est clair que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement, ça vient d'être suggéré, en tous les cas dit, que ce qu'avait dit François Hollande dès le début, dès le discours du Bourget, il avait dit, et ça avait été un élément très fort, je veux la renégociation pour qu'on y introduise de la croissance. On voit que progressivement, c'est la voie qui est empruntée. Et j'entends même aujourd'hui des dispositions qui toucheraient à des euro-obligations. Nicolas Sarkozy s'est braqué contre cela en disant pas question. Mais c'est pas gagné non plus. Hein. C'est pas gagné, cela dit. Je crois que la France peut faire entendre sa voix. Et si François Hollande est élu dans de bonnes conditions dimanche prochain, il est évident que la France viendra avec force dans ces négociations. Vous dites, Robert, que la France peut faire entendre sa voix. Pourtant, Jean-Louis Gombault, il paraît qu'il se prépare des choses entre la chancelière allemande Angela Merkel et l'italien Mario Monti. Le quotidien La Repubblica parle aujourd'hui d'un plan secret. Alors c'est là où les problèmes commencent pour M. Hollande, alors qu'il est, sur cette affaire de croissance, en tête de celui qui a proposé, qui a insisté le premier sur cette affaire. Un petit retour en arrière. En 1981, la gauche tente une politique de croissance en solitaire, en France. Et ça échoue pratiquement un an plus tard. L'idée, il me semble, des socialistes aujourd'hui, c'est de revenir sur la même conception, mais de le faire à l'échelle européenne. Le problème, c'est quand on le fait tout seul chez soi, ça échoue, bien sûr, mais au moins on est tout seul à décider. Si on veut le faire avec les autres, il faut que les autres soient d'accord. Et donc, cette affaire italienne qui s'est passée aujourd'hui, qui s'est doublée d'ailleurs d'une affaire espagnole, puisque M. Schäuble était aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Compostelle avec son homologue espagnol, est très importante. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? M. Monti et Mme Merkel ont dit « Nous allons ratifier le même jour le fameux traité, le fameux pacte budgétaire, c'est-à-dire le 24 mai. Nous votons ici le 6 mai, le 24 mai, une ratification Rome-Berlin va se faire sur cette affaire de pacte budgétaire. Et puis, il y a eu la visite de M. Schäuble donc à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il a quand même bien précisé et mis les points sur les i, en disant la priorité accordée par l'Union européenne à l'austérité ne doit pas être mise en question, même si les moyens de stimuler la croissance sont au cœur des discussions des prochaines semaines. Et son homologue espagnol a dit l'austérité n'est pas incompatible avec la croissance. Donc je pense que M. Hollande, dès qu'il va arriver, s'il arrive à l'Élysée, va se heurter. Il va y avoir une discussion qui va s'ouvrir et qui risque d'être vive. Des discussions très vives. Merci, messieurs. On est un petit peu pris par le temps. Je voudrais quand même, Robert Hue, montrer cet extrait parce que ça peut peut-être nous renseigner sur le débat à venir mercredi entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est un débat entre vous et M. Sarkozy. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était en juin 1999. La discussion était partie sur la taxe Tobin et le ton est monté un petit peu. On regarde cet extrait. Réveillez-vous, monsieur. Le monde a changé. Vous n'êtes plus derrière une Maginot. Vous êtes. C'est ce que vous faites, c'est monsieur Sarkozy me dresse le monde ultra-libéral. Il dit on ne peut pas le changer. Il ne faut pas toucher aux spéculateurs. Mais il faut pas. Mais vous êtes en train d'espérer le. Vous êtes comme un ultra. Mais vous êtes un ultra-libéral. Le dernier communiste d'Europe. Oui, mais écoutez. En direct de Jurassic Park. Ça vous inquiète. Est-ce que vous pouvez vous dire qu'on a du mal à vous suivre? Vous avez du mal à vous suivre. Robert Hue, en un mot, si vous deviez donner un conseil à François Hollande pour la préparation du débat de mercredi, vous qui avez déjà débattu de manière assez virulente avec Nicolas Sarkozy. Il a aussi débattu de façon ferme. Déjà, cette démonstration est faite. Nicolas Sarkozy me traitait d'archaïque quand je proposais la taxe Tobin. J'étais un des seuls, d'ailleurs, à le faire à l'époque. Et il disait c'est absurde, c'est archaïque, c'est en gros, c'est dinosaures communistes. Oui, bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, donc je crois que l'une des questions pour le débat
débats à venir, et je ne donne pas de conseils à François Hollande, il est habile, mais il est clair que la succession de contre-vérités, pour ne pas dire de mensonges parfois, de la toute dernière période de la part du président, devra être établie. Merci, il a commencé messieurs. à le faire hier à Bercy. Merci, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. Merci à vous, la suite du 22h. On est un petit peu en retard. C'est tout de suite le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Faire du bruit sous les fenêtres des candidats sur les questions de logement, c'est l'objectif du RAFU organisé ce matin par les associations de droit au logement. On parle beaucoup de choses inintéressantes, la viande halal ou pas, le permis de conduire, mais les questions essentielles comme le logement ou d'autres d'ailleurs, les causes de la crise, on n'en parle pas. Pour dénoncer des loyers trop chers, la précarité des locataires et surtout une loi DALO mal appliquée, les 200 à 300 manifestants se sont d'abord rendus au QG de Nicolas Sarkozy avant de rejoindre celui du candidat socialiste où vraisemblablement ils ont reçu un meilleur accueil. Ils appellent en effet à faire barrage contre le candidat sortant le 6 mai. L'incertitude demeure sur le sort de Roméo Langlois, le journaliste de France 24 disparu samedi en Colombie alors qu'il faisait un reportage sur l'armée, serait vraisemblablement aux mains des FARC. Il y a une version française, comme quoi officiellement Roméo Langlois donc de France 24 serait aux mains de la guérilla des FARC. L'autre version colombienne est nettement plus prudente, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il est disparu. Alors pas mort, sans doute blessé. Selon les témoignages, le journaliste aurait été blessé lors de la prise d'otage. L'armée colombienne tente toujours ce soir de le localiser. Un an après la mort de Ben Laden, des documents inédits saisis dans sa demeure au Pakistan vont être publiés aux États-Unis. Parmi les révélations, on apprend que peu avant sa mort, le chef d'Al-Qaïda se sentait dans une impasse. Il estimait que ses troupes subissaient, selon ses mots, catastrophe sur catastrophe. Divulguer ces informations au public peut être un hasard du calendrier. En tout cas, en pleine campagne présidentielle américaine, Barack Obama brandit l'arrestation du chef terroriste comme l'une des plus belles réussites de son mandat. Les clips officiels du second tour enfin dans les bacs. Et premier constat sur la forme, ils se ressemblent. Dans les deux films, les candidats donnent la parole aux Français. Il faut donner un grand élan à la culture et la recherche. C'est maintenant qu'il faut se tourner à nouveau vers l'avenir. C'est quelqu'un qui est capable de diriger la France. C'est pas uniquement au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe. À noter toutefois un gros point de divergence, alors que le candidat socialiste s'adresse à tous les Français. C'est maintenant qu'il faut nous rassembler pour réussir le changement. Nicolas Sarkozy, lui, vise clairement l'électorat FN. La vérité, c'est que l'Europe ne peut plus continuer à être une Europe passoire. C'est que l'Europe doit avoir des frontières. En tout cas, chacun appelle à aller voter le 6 mai. Et comme chaque soir, c'est l'heure de notre série Route de campagne. Nous partons en Saône-et-Loire où Marine Le Pen a fait un carton dans des communes rurales. C'est le cas notamment de Saint-Maurice-en-Rivière, un demi-millier d'habitants et plus de 27% des voix pour la candidate du FN. C'est un reportage de Julie Hulin avec Pierre Bonde-Joseph. Des champs à perte de vue, de petits pavillons et quelques fermes. À Saint-Maurice-en-Rivière, en plein cœur de la Bresse, Marine Le Pen est arrivée en tête il y a 8 jours. Une première et une triste nouvelle pour Pierre Thomas, maire de la commune depuis 32 ans. On ne se l'explique pas très bien de toute façon, parce que chez nous, nous n'avons pas de problème d'immigration. On a eu, comme par le passé, on a eu aussi des problèmes de cambriolage, comme ça. Est-ce que c'est cela ? Le maire pointe également du doigt des services publics qui se délitent, un territoire laissé sur la touche, comme pour excuser ses habitants. Jérôme, lui, fait partie des 4 derniers agriculteurs de la commune. Ces derniers mois, il a subi plusieurs vols. Alors Marine Le Pen, il comprend. Au niveau justice, il y a trop de laxisme. On dirait que c'est pas grave de faire le premier délit, que ce n'est jamais grave. Mais je pense qu'il faut réprimander dès le premier délit. On la sent plus réprimander les mauvaises actions. Seul commerce encore ouvert de cette petite cité dortoir, le routier, sur l'artère principale. Guy n'est pas surpris des scores du Front National. En discutant avec ses clients, il s'en doutait. Pour Marine Le Pen, c'est un vote de rejet, je pense, de la part des électeurs. Parce que droite comme de gauche, depuis 81, on est servi et toujours la même soupe, quoi.
À l'heure du déjeuner, on n'hésite plus ici à affirmer ses idées, loin du simple vote contestataire. Faire voter dans les 5 ans à venir tous les émigrés, leur donner le droit de vote. Peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, on verra, au lieu que ce soit un Français, un Arabe, un musulman, un Noir au pouvoir en France, quoi. Voilà. Donc je pense que les gens ont pas très envie de voir ça chez nous, surtout dans les milieux ruraux en réalité, quoi. Tous disent avoir déjà fait leur choix pour le second tour. Un choix par défaut qui a laissé le panneau électoral vierge. Et nous sommes en duplex avec Pierre Bonte-Joseph. Vous êtes avec un journaliste du quotidien Le Journal de la Saône-et-Loire. Nous allons parler ensemble du vote FN dans cette région, Pierre. Oui, Sonia, je suis avec Benoît Montagioni, journaliste au Journal de la Saône-et-Loire et auteur d'une enquête remarquée sur les raisons du vote Front National ici en Saône-et-Loire, dans la Bresse. Est-ce que le cas de Saint-Maurice-en-Rivière est un cas isolé ? Alors non, c'est pas un cas isolé. On a vu beaucoup de villages de la Bresse, du même coin, qui ont voté Marine Le Pen, qui ont placé Marine Le Pen en tête. En 2007, on avait fait le calcul, il y avait 7 villages ruraux de Saône-et-Loire qui avaient mis Jean-Marie Le Pen à l'époque en tête. Cette année, ils sont 77 et c'est en Bresse. On le voit, c'est une zone où il y a pas tellement plus de chômage qu'ailleurs, plutôt même un peu moins en Saône-et-Loire. Il n'y a pas du tout d'immigration, mais il y a une peur, il y a un rejet de l'Europe et tous ces villages se arrivés. Alors nous avons un problème avec ce duplex. Merci Pierre, on vous retrouvera demain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Public Sénat. Nous vous proposons tout de suite un avant-goût du débat de mercredi soir entre les deux finalistes avec un documentaire intitulé Duel présidentiel qui revient sur l'histoire des 5 confrontations d'entre-deux tours. Alain Duhamel, Michel Cotta ou encore Serge Moitié éclairent les coulisses de ces confrontations politiques hors normes. C'est tout de suite. Je vous souhaite une belle soirée et à demain, j'espère. Raconter les élections présidentielles, c'est toujours revenir sur des images de télévision. Celles qui ont le plus marqué notre mémoire collective. Et ce dont on se souvient le plus souvent, c'est une image, un moment du fameux débat d'entre les deux tours, cette ultime passe d'armes entre les candidats. Un duel qui, le temps d'une soirée, transforme la télévision en arène antique, devant laquelle tout un pays trépigne en attendant que le combat commence. Voici la petite histoire de ces inoubliables duels cathodiques. Notre histoire commence dans le deuil et la stupéfaction en avril 1974. Il est 18h15 à l'église de la Madeleine. Le curé de la paroisse, qui couvre le palais de l'Élysée, a décidé de célébrer spontanément une messe à la mémoire du président.